Mon petit Palawan, aujourd'hui, on va parler cardio. Je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent avec leur cardio. Déjà, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas comment correctement travailler son cardio spécifiquement pour sa discipline. Et puis, il y a un côté hyper frustrant. C'est-à-dire que quand on n'a pas un bon cardio, même si on a un bon niveau technique, il y a un moment où, quand on est fatigué, la technique vraiment va se dégrader. Ensuite, on ne va pas réussir à continuer à suivre. Donc, soit on va se faire des entraînements où on va être un petit peu à l'économie et on va faire attention à pas trop se fatiguer, mais du coup, c'est pas toujours fun de ne pas pouvoir se donner à fond. Soit on va se donner à fond, mais très rapidement, on va plus réussir à suivre et on va pas pouvoir bien progresser parce qu'on est bridé par son cardio. Donc, je vais t'expliquer plusieurs choses sur le cardio, ma vision à moi du cardio et puis écoute, j'espère que ça va t'aider à vraiment obtenir un cardio de niveau de ouf et surtout à débloquer un peu peut-être les croyances que tu peux avoir sur certaines modalités de cardio. Donc je vais vraiment te parler de, pour moi, les meilleures formes de cardio pour les sports de combat et les arts martiaux en général. Alors il y a une analogie que j'aime bien, c'est de prendre le cœur comme le moteur d'une voiture. Tu vas avoir d'un côté ton moteur et ton réservoir. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est s'assurer qu'on a un grand réservoir, donc chercher à augmenter la taille de son réservoir. Comment on va faire ça? Ça va être avec du cardio de basse à moyenne intensité. Donc typiquement, soit tu vas prendre un cardio-fréquence-mètre et tu vas voir qu'il y a des zones, notamment ceux de la marque Polar, ils te mettent les zones et tout dans lesquelles tu es, mais tu vas voir que c'est un cardio où tu peux respirer uniquement par le nez, tu peux facilement parler, tu n'es pas du tout essoufflé. Donc ça va être ta base et tu vas devoir faire des sessions relativement longues, donc entre 30 à 60 minutes, voire jusqu'à parfois 90 minutes. Mais moi, je trouve que ce n'est pas forcément hyper productif de faire aussi long et je t'expliquerai un peu, moi, ma vision ensuite par la suite. Donc ça, c'est la première chose. Comment tu peux faire ça? De plein de manières différentes. Ce que font beaucoup de personnes et que moi, je ne trouve pas idéal, mais je vais t'expliquer ensuite pourquoi, c'est du jogging. Tu vas aller courir, tu te mets ta musique, ton podcast ou rien du tout, comme tu préfères, et tu cours tranquillement, sans être essoufflé. Tu ne cherches pas à faire une performance de malade, tu ne fais pas de fractionné, tu prends un rythme, tu le maintiens et tu dois pouvoir continuer à respirer uniquement par le nez. Ça, ce sera vraiment ton repère pour ce type de cardio. En faisant ça régulièrement, donc ça va être en fonction d'où tu en es aujourd'hui, tu vas avoir plus ou moins besoin de le faire régulièrement, mais on va dire que si tu pars de zéro sur ça, ça va être au moins 2 à 3 fois par semaine, idéalement dans un premier temps, pendant au moins un mois, si ce n'est jusqu'à parfois 3 mois, pour vraiment développer un maximum ton réservoir. Et ça va être ta base. Ça va être le plus important à obtenir dans un premier temps. Maintenant, tu peux bien sûr aussi prendre d'autres modalités pour faire ce type de cardio. Moi, ce que je préfère, ça va être le sac de frappe et le shadow. Mais attention, on doit rester dans la zone cible de la fréquence cardiaque. Donc, ça va être parfois pour certains plus dur de faire notamment le sac de frappe où on va avoir envie de frapper plus fort. Souvent, ça va nous faire monter trop haut. Donc, attention, moi, je te recommande fortement de mettre un cardio-fréquence-mètre. Ça va te permettre d'avoir un vrai feedback visuel, de voir où tu en es. Et en même temps, ça t'apprend à voir qu'est-ce qui te met un peu dans le rouge ou qui te fait augmenter le cardio, quel type de mouvement ou à partir de quelle durée tu commences à être un petit peu moins bien et quelle durée d'enchaînement aussi. Voilà, donc tu vas apprendre plein de choses sur toi et tu vas aussi voir l'évolution avec le temps. Ça va te permettre de quantifier un petit peu tes progrès et tes résultats. Donc voilà pour, on va dire, le premier socle du cardio, ce qui est le plus important. Maintenant, on a le fractionné, donc tout ce qui est intervalle training, Tabata, HIIT et compagnie, qui est très très à la mode. Et c'est là où il y a beaucoup de personnes qui font une erreur, je pense, assez importante. Il y aura 2 erreurs dont je vais te parler, ça c'est la première, c'est de faire uniquement du fractionné. Parce que c'est assez court, ça brûle soi-disant plus de calories, enfin voilà, on nous vante plein de bénéfices à tout ce qui est fractionné, intervalle training et tout. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas fait la première étape de construire ton réservoir, le fractionné, dans la voiture, tu vas considérer que tu augmentes la puissance de ton moteur en quelque sorte. Mais si tu as un moteur très puissant, avec un tout petit réservoir, qu'est-ce qui va se passer? Ton réservoir, il se vide très vite. D'accord? Parce que tu vas avoir une grosse capacité,
d'accélération, de puissance. Donc tu vas avoir un bon rendement, tu vas être capable d'accélérer, de mettre énormément d'intensité, de te faire monter dans les tours. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'on doit développer. Tout le monde n'arrive pas à monter dans les tours. Et du coup, tu vas avoir cette capacité, mais tu n'as pas le réservoir pour tenir longtemps. Donc tu vas te vider très vite. D'où vraiment l'importance de la première étape, faire grandir un maximum son réservoir, puis ensuite travailler sur cette partie-là, la puissance du moteur. Tu peux travailler les deux en parallèle, d'accord, mais il faudra mettre l'accent sur l'un en priorité en fonction de là où tu en es. Si par exemple tu sais que tu as déjà une endurance de base très bien, tu vas pouvoir peut-être continuer à la maintenir, mais une fois par semaine, ce sera peut-être suffisant et le reste du temps, tu peux faire du fractionné. Donc voilà en termes de concept. Maintenant, comment on va pouvoir travailler son fractionné? Plusieurs manières. Il y a donc les modalités type Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, 8 fois. Donc ça, c'est le Tabata, c'est le truc le plus connu. Après, il y a des variantes où souvent on va faire par exemple 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos, 6 fois. Et puis, tu as des trucs du type EMOM, donc Every Minute on the Minute, où par exemple, tu te dis, je dois faire tant de répétitions de tel mouvement, et quand j'ai réussi à les atteindre, le reste de la minute, c'est mon temps de repos. Mais tu te donnes à fond pour faire, par exemple, je ne sais pas, tu prends 10 burpees, tu essaies de faire 10 burpees à fond, et le temps qui te reste, c'est le temps de récupération, et tu peux faire ça, par exemple, 10 fois de suite, donc ça te prend 10 minutes. Donc voilà, il y en a plein d'autres, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas revenir tout complètement détaillé sur les modalités, mais ça va être ton fractionné. Maintenant, comment tu peux le travailler de manière efficace pour les sports de combat et les arts martiaux? Et c'est là où j'en arrive à la deuxième erreur majeure que je vois le plus souvent, c'est le manque de spécificité. Ça t'est sans doute déjà arrivé de pratiquer un sport, d'avoir un bon cardio, et puis tu viens essayer un nouveau sport et là, tu es complètement à la ramasse. Je prends mon exemple, pas plus tard que hier, je faisais mon entraînement de lutte à livrer là, je n'ai pas spécialement un mauvais cardio en ce moment, mon cardio est plutôt pas mal, mais je fais de la lutte où on va d'un côté mettre énormément d'énergie sur chaque mouvement, on ne cherche pas beaucoup à s'économiser en lutte, c'est vraiment très intense. Par contre, au sol, ce n'est pas le même type d'effort. Et donc après le premier randori, je vois mon coach qui lui n'a même pas commencé à transpirer et moi je suis déjà vraiment dégoulinant. Et la différence, elle est là, elle est que quand tu travailles sur la spécificité de ta discipline, de ta pratique, tu vas apprendre à être efficace. Et c'est ça que souvent on oublie, c'est-à-dire que oui, d'aller faire des courses sur une piste, du fractionné, tout ça, oui, ça va améliorer ton cardio, oui, ça va t'aider. Mais j'ai vu un nombre de fois incalculable des personnes qui avaient un super cardio dans un contexte par exemple de course, de stade, de choses comme ça, et qui étaient crevés au bout d'un round ou deux de boxe parce qu'en fait, ils ne développaient pas l'efficacité, l'efficience du mouvement, la gestion de l'effort dans ta discipline. Et c'est ça qui est hyper important. Donc moi, mon conseil, c'est essaye de faire le plus possible du cardio dans ta discipline. Donc en pratiquant ta discipline, pas en allant faire autre chose. C'est top d'aller faire de la prépa physique, d'aller faire des trucs de type CrossFit, des 7 minutes où tu vas faire tout ce qu'ils appellent metabolic conditioning, des choses comme ça, où tu vas pouvoir faire des exercices, des pompes, des sauts, des squats et tout en boucle sur une durée. Il y a plein de modalités d'entraînement et tout qui sont hyper intéressantes, mais on n'est pas dans la spécificité. Tu vas devenir meilleur sur ça, sur cette modalité d'entraînement, mais ça ne va pas forcément avoir un transfert dans ta pratique. Et en général, ce que tu as envie, c'est d'améliorer ton cardio, mais pour les besoins dans le contexte dans lequel tu vas l'utiliser. Et donc, si tu fais de la boxe anglaise, du kickboxing, de la lutte, peu importe, c'est pour améliorer ton cardio dans ces disciplines-là, pas améliorer ton cardio en train de faire des pompes, des squats ou courir autour d'une piste. Donc, spécificité, c'est ultra important. N'oublie jamais ça parce que souvent, on se fait
avoir, on se fait happer par les tendances, on voit des trucs, on voit des vidéos, tiens ça a l'air cool de faire ça et tout, le mec a un bon physique donc j'ai envie d'avoir le même physique que lui, du coup je vais faire comme lui. Autre point hyper important, avec le temps, moi j'ai appris vraiment quelque chose qui est aujourd'hui au cœur de ma pratique, c'est le plaisir, la notion de plaisir. Il faut prendre un max de plaisir. Et quand je dis prendre du plaisir, ça ne veut pas dire ne pas se faire mal, ne pas se dépasser. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi typiquement, courir, je l'ai fait pendant des années, à certaines périodes de ma vie. J'ai jamais aimé ça. En plus, ce qu'on oublie souvent, c'est que la course, en réalité, il y a une vraie technique. Il y a peu de gens, quand je les vois passer en train de courir, qui courent correctement. Moi, je ne cours pas correctement et ça ne me fait pas du bien de courir. Ça me donne souvent des douleurs au niveau des carrés des lombes, dans la hanche et tout ça, parce que je n'ai pas forcément la bonne mécanique, je n'ai pas assez travaillé sur ma technique de course. Et je vois énormément de personnes qui n'ont pas une bonne technique de course. Et je ne sais pas si j'ai même pas idée, mais c'est en dizaines de milliers de répétitions qu'on va faire quand on va aller courir un certain temps. Et donc, si tu répètes toutes les semaines des dizaines de milliers de répétitions d'un mauvais mouvement qui, au fur et à mesure, va titiller un muscle ou va te mettre des impacts que tu n'arrives pas bien à absorber à certains endroits de ton corps, il y a un moment où ça ne va pas te faire du bien. Oui, tu auras peut-être un meilleur cardio pour la course, mais tu vas commencer à avoir des douleurs et ça ne va pas du tout t'aider dans ta pratique. Donc, essaye de rester dans ce que tu aimes. Si tu aimes la boxe, tu aimes le kickboxing, tu aimes le grappling, tu aimes la lutte, tu aimes peu importe le style, le Wing Chun, ce que tu veux, essaye de rester un maximum dans ta discipline et d'être créatif et de trouver comment travailler ton cardio dans la spécificité de ce que tu pratiques. Ok, maintenant je voulais te montrer quelques exemples, ça va être assez rapide, mais pour que tu comprennes comment être dans la spécificité avec ces différentes modalités d'entraînement dont je t'ai parlé. Donc la première, augmenter le réservoir, basse intensité, exemple de shadow. Tu vas donc travailler vraiment un rythme tranquille, tu te mets en mouvement et tu vas dérouler tes enchaînements. Okay, donc comme je t'ai dit, l'idéal c'est vraiment d'avoir un cardio fréquence mètre pour voir où est-ce que tu en es. Tu bouges et tu vas voir en fait aussi comment faire monter ton cardio. Il y a des moments où tu vas dire, bon là ça descend trop, c'est que je suis un peu en train de m'endormir, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où tu peux être un peu, je sais pas, dans tes pensées, tu vois. Mais l'idée, c'est pas d'accélérer et puis de récupérer. On n'est vraiment pas sur du fractionné. C'est un rythme constant. Donc, il faut essayer de bouger beaucoup. Ça apprend la mobilité. Après, bien sûr, tu peux faire avec les jambes. Tu vas voir qu'avec les jambes, tout de suite, quand tu mets plus d'enchaînement avec les jambes, ça va te faire monter le cardio. Et comme ça va aussi te donner l'indication, tiens, quand je fais, je sais pas, un enchaînement genou, low kick, genou, je sais pas, je te donne des trucs où je fais une série de 3 mouvements qui impliquent des jambes, donc des coups de pied, des genoux et tout ça. Boum, je vois que mon cardio il monte et je commence un petit peu à être presque essoufflé. C'est que là, ce type de mouvement, ça me fait monter mon cardio. Donc je note pour plus tard que si je suis en combat ou je suis à l'entraînement sur quelque chose de libre, et que j'ai besoin de récupérer, il ne faut pas que je fasse ces mouvements-là. Tu vois, je sais que moi, voilà, ça va être le type de mouvement qui me fatigue. Je l'ai noté, j'apprends à mieux me connaître et donc j'apprends aussi à mieux gérer, on en revient à la spécificité, à mieux gérer mes efforts. Quel mouvement va me permettre de récupérer, donc les déplacements, des petits jabs, on reste à distance, wham, ok, là je vais récupérer, mais j'essaie de ne pas montrer que je récupère. Versus mettre plein de coups de pied, faire des coups de pied retournés. Des fois, tu vois des combats où le mec est clairement fatigué, mais mentalement, il veut se prouver qu'il n'est pas fatigué. Il se met à faire des coups de pied sautés retournés, tout ça, même à l'UFC, tu vois, où ce n'est pas des choses qu'on voit très fréquemment et qui fonctionnent très bien, tout ce qui est coups de pied sautés retournés. Et il n'y a pas si longtemps, je ne me rappelle même plus quel combat c'était, je crois que c'était Luke Rockhold qui combattait, c'était son dernier combat sans doute de sa carrière, et on voit il est mort, complètement cramé, et il se met à faire des coups de pied retournés, sautés, des trucs comme ça, où il se crève en fait. Ça, c'est une mauvaise gestion de l'effort, tu vois. Mais c'est un peu pour prouver à son adversaire, non, non, je ne suis pas cramé, regarde, je peux encore faire ça. Donc, c'est bien, je trouve vraiment ce type d'entraînement. Tu apprends à te connaître, tu apprends à voir qu'est-ce qui a un impact direct sur ton cardio, surtout vraiment si tu as ton cardio fréquence mètre. Si tu n'as pas de polar
eh bien, tu vas essayer vraiment d'être à l'écoute à ta respiration. Regardez le moment où tu sens que tu ne peux plus respirer par la bouche, par le nez et que tu as besoin vraiment de respirer par la bouche, de gonfler plus les poumons, de prendre plus d'air, c'est que là, tu es en train de monter trop. Tu n'es plus dans la fréquence cible du travail d'endurance fondamentale de base. On peut faire la même chose au sac, mais c'est toujours un peu plus dur parce qu'au sac, on a envie de frapper. Donc, une première astuce, ça va être d'avoir soit des petites protections juste pour la peau, mais qui ne te permettent pas de frapper fort. Okay, alors, il y en a qui, par exemple, pratiquant de Kyoku, ils sont à main nue, ça ne les dérange pas de taper comme des bœufs sur le sac. Mais il y a beaucoup de personnes, ça ne va pas leur faire du bien aux os de la main, ça ne va pas leur faire du bien à la peau. Donc déjà, ça va te freiner un peu sur tes frappes de poing. Après, bien sûr, si tu mets les jambes, il faut faire attention aux jambes aussi. Mais ce que tu vas faire, c'est plutôt des enchaînements légers. Hop, travail continu. Hop, hop, hop. Hop, tu ressors. Boum, boum, boum. Tu vois, je ne mets pas d'intensité. Hop, hop, hop. Prends ça. Si tu as déjà fait du jogging, de la course, essaye de prendre cette idée de comme si je pars courir 30, 40, 50 minutes. Mais là, je fais ça au sac. Donc, il faut que j'ajuste mon rythme pour ne pas avoir des choses qui soient trop fatigantes. Hop, je travaille doucement. Si je veux placer des techniques un peu plus fatigantes, je les fais au ralenti. Et le fait de les faire au ralenti, ça va aussi me permettre de vérifier la maîtrise du mouvement. Parce qu'il y a des moments où on croit qu'on maîtrise bien le mouvement, mais parce qu'on le fait vite, et en le faisant vite, on cache pas mal de choses, on cache plein de défauts. Quand on ralentit, on voit les pertes d'équilibre, on voit les trajectoires pas idéales et tout. Donc ça aussi, ça a un vrai bénéfice. Et puis, là aussi, quand tu vas faire du sac comme ça, tu as le feedback, le retour donc, du contact. Donc tu es encore plus proche, tu es encore plus spécifique parce que là, non seulement tu fais les mouvements de ta discipline, mais aussi tu as le contact, ce que tu n'as pas dans le shadow. Shadow, c'est super. Et d'ailleurs, je trouve que c'est hyper important de faire du shadow parce que c'est, en plus d'être spécifique, c'est un entraînement qui ne va pas venir rajouter une charge sur tes articulations avec encore et toujours des impacts. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et pour moi que beaucoup de personnes, tout le monde devrait faire du shadow au moins une fois par semaine et ça t'aide en plus à devenir plus fluide, à gérer mieux ton effort. Il y a des choses, si tu fais des séries longues de shadow, du 30-45 minutes de shadow, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont sortir au fur et à mesure. Des techniques, des enchaînements, des liaisons auxquelles tu n'avais pas pensé. Tu es un peu dans ta zone, tu vois, et ça te permet de vraiment développer ton style et de travailler ton aisance. Donc, il faut faire du shadow. Au sac, c'est la même chose. Je vais voir qu'est-ce qui me fait monter, qu'est-ce qui me permet de rester tranquille. Je peux mettre l'accent sur aussi le déplacement. Boum, la mobilité. Hop, visualiser. Boum, travailler des défenses pour la récupération. Bouger, décaler. OK, mais j'essaye de ne pas m'essouffler. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, ça, c'est mes deux exemples, on va dire, pour la partie donc agrandir son réservoir, travail à basse, à modérée intensité. Maintenant, peut-être la partie un peu plus compliquée pour certains, ça va dépendre. Il y en a pour qui c'est dur de faire des longues sessions tout seul, de shadow, de sac de frappe. Il faut de l'inspiration. Alors si tu as besoin d'une structure d'inspiration, j'en profite pour te placer mes programmes. Shadow Boxing King, 36 entraînements, 3 mois d'entraînement en shadow avec donc des séances structurées qui vont te permettre de progresser au fur et à mesure. Et puis la même chose, mais Punching Bag King au sac qui va te permettre de passer encore un palier supplémentaire sur ton cardio parce que là, comme j'ai dit, souvent en sac, c'est un peu plus cardio parce qu'on tape. Et ça, c'est des programmes qui vont t'aider à améliorer ta technique et ton cardio aussi. Maintenant, je reviens donc au fractionné. Le fractionné, c'est compliqué. Souvent, pour beaucoup de personnes, il faut une structure pour pouvoir s'exprimer sur du fractionné. Si on ne prévoit pas ce qu'on va faire, on ne va pas réussir à maintenir un rythme et se donner à fond. Donc, dans le fractionné, si par exemple tu veux travailler ta boxe anglaise, ce que je te recommande, c'est de prendre un enchaînement. Alors, tu peux t'en prévoir plusieurs si tu veux de la variété. Tu peux te faire par exemple 2 enchaînements. Tu vas faire 4 fois l'un, 4 fois l'autre si tu fais du Tabata.
mais tu prends un truc tout simple, du type jab, cross, crochet, cross, puis tu reviens en position et tu recommences. Et donc tu vas te mettre en position, tu lances le chrono, 20 secondes et tu fais ok, et 20 secondes comme ça. Et là, tu vas voir que ça va vite monter. Et tu vas aussi pouvoir sentir, avoir, si tu as le cardio-fréquence-mètre, avoir vraiment un retour. Moi, je sais que quand j'ai commencé à faire ce type d'entraînement, notamment au sac, il y a des moments où j'avais l'impression d'aller à fond et je voyais que le cardio ne montait pas. Alors parfois, bien sûr, il ne monte pas sur les 20 premières secondes. Mais au bout de 3 ou 4 séries de 20 secondes, tu devrais déjà être en zone orange, voire limite en zone rouge. Et donc, ça m'a permis de me dire non, tu n'es pas à ton max sur le point de vue de cardio, tu peux te donner encore plus, donc donne-toi encore plus. Donc, je mettais encore plus de vitesse, encore plus de puissance, notamment la puissance, quand on essaie de mettre un max de force dans ses coups, avec un max d'intensité, ça permet vraiment de très rapidement faire monter le cardio. Mais ça aussi, c'est un apprentissage. Et souvent, on a l'impression d'être à fond et on n'est pas vraiment à fond. Maintenant, même travail au sac. Donc, je vais te montrer juste quelques exemples de ce que j'aime bien faire. Pour générer de la vitesse et de la puissance, je trouve que la plupart du temps, faire des directs, ce n'est pas ce qui va être le plus fatigant. Donc, je vais faire beaucoup de travail de crochet, ou uppercut au corps, crochet, et je vais passer d'un côté à l'autre, comme ceci, ou faire des séries, tu vois, mais je vais enchaîner des coups qui se prêtent à la puissance. Okay, alors des fois, je peux mettre bien sûr 1, 2, mais je vais me concentrer sur les frappes puissantes, tu vois. Alors donc juste, je vais te montrer un peu ce que ça peut donner. Donc si par exemple, tu es sur du Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes, tu prends un enchaînement que tu vas répéter non-stop et tu auras 10 secondes de repos ensuite. Et si c'est trop dur, parce qu'en réalité, quand on parle de spécificité, c'est rare qu'on va avoir en fait un échange qui va durer 20 secondes, c'est souvent beaucoup plus bref. En réalité, c'est souvent dans les 3, 4, 5 secondes les échanges. On est un peu loin de la spécificité. Maintenant, il y a souvent cette idée de qui peut plus, peut moins, mais il ne faut pas trop s'en éloigner parce que sinon, on est obligé un peu d'abaisser son intensité pour tenir 20 secondes, alors que sur 5 secondes ou 10 secondes, on aurait pu se donner beaucoup plus. Donc tu peux aussi faire une sorte de Tabata inversé, c'est-à-dire 10 secondes de travail et 20 secondes de repos, mais avec une petite astuce que je vais te montrer juste après. Donc d'abord le Tabata classique, tu viens, donc moi je te dis souvent ce que je faisais, ça allait être jab cross, boum, et uppercut au corps crochet. Donc je faisais ok, et j'y vais comme ça à fond, à fond, à fond, à fond. Et au bout de mes 20 secondes, souvent je mettais sur ma tablette le cardio-fréquence-mètre, je regarde où j'en suis et je me dis, là par exemple, j'aurais pu me donner plus, je ne suis pas assez monté. Ou alors sur le prochain, il faut que j'arrive à monter plus si c'est dans les premiers. Mais je te dis en général, au bout de 3 à 4 fois 20 secondes, tu dois être monté. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment tu redescends. Les 10 secondes de récupération, jusqu'où elles te permettent de redescendre. Et ça, si tu le fais régulièrement, couplé au travail d'endurance de base, tu vas voir que ça va redescendre beaucoup plus. Et après, en général, quand tu as fait ça, tu prends une bonne minute de repos, au moins. L'idée, c'est que tu redescendes pas mal, mais prends toujours la même durée et vois où tu descends. Il y a aussi, moi souvent, je faisais plusieurs Tabata, donc plusieurs fois, 8 fois 20 secondes, 10 secondes. Et parfois, le premier me fatiguait, j'essayais de me donner à fond, mais je n'atteignais pas du tout mon max en termes de fréquence cardiaque. C'était sur le deuxième round de Tabata que vraiment, là, ça commençait à être dans le rouge, et le troisième, encore plus, tu vois. Donc, parce que je voyais qu'au fur et à mesure, pendant la minute de repos, après le premier, ça redescendait bien. Ensuite, après le deuxième round, ça redescendait, mais déjà un peu moins, donc je repartais déjà de plus haut. Donc dès la première série, je montais plus vite, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, en fait, tu redescends un peu moins bien, et donc tu es plus vite dans le rouge. Et c'est un travail aussi intéressant.
voilà, d'aller chercher un peu ta fréquence max, ton effort maximal, mais dans ta discipline, pas sur un sprint, sur une piste. Dans ta discipline, d'apprendre à te donner à fond dans ta discipline, de récupérer et de repartir. Maintenant, si tu veux faire le Tabata inversé ou simplement tu veux encore plus corser tes séances de Tabata, les phases de repos, tu continues à frapper, mais des frappes légères pour apprendre à récupérer. Donc typiquement, par exemple, je vais faire 10 secondes où je vais faire du à fond comme ça, je fais monter et quand ça sonne, je ne m'arrête pas. Petite frappe, je récupère. Je m'en fous de la technique, l'idée c'est pas non plus de se brider parce qu'on est en train de surveiller sa technique, mais c'est de rester actif. Boum, je récupère, ça sonne et là, je repars et ainsi de suite. Et je peux faire la même chose avec des coups de pied, avec des coups de genoux, comme tu veux, mais là, ça va vraiment t'aider à vraiment améliorer ta capacité d'accélération dans ta boxe. Et voilà mon petit padawan, tu sais ce qui me ferait extrêmement plaisir, c'est que tu me laisses en commentaire pour me dire en fait s'il y a justement ça t'a aidé, s'il y a des erreurs que tu faisais, il y a des choses que tu as vraiment compris grâce à cette vidéo que tu vas pouvoir implémenter dans tes entraînements. Et puis mets-les en place et puis dans quelques mois, reviens sur cette vidéo et remets un commentaire pour me dire les résultats. Est-ce que ça a tout changé pour toi ou pas? Parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure des récompenses. C'est de transmettre, puis ensuite de recevoir le feedback et de savoir que ça a aidé. On est sur Internet, on n'est pas en train de parler en direct. Donc pour moi, le seul moyen de savoir que ça t'aide, c'est que tu me le dises et donc tu me laisses un commentaire. Bien sûr, si tu veux aider la chaîne aussi, abonne-toi et clique sur j'aime. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.